Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation. Mesdames et messieurs, retour au direct après cette intervention de taille de M. Dahman Abdelrahman sur nos ondes avec des révélations inédites concernant l'Algérie. Nous sommes heureux d'être en ligne avec un intellectuel de taille, M. Malik Boumediene. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Il faut bien préciser à notre auditoire que Malik Boumediene, maître de conférence de droit public constitutionnel arabe et africain, transition démocratique, mutation constitutionnelle, état de droit, droits fondamentaux, mais aussi il est habilité à diriger la recherche à l'université de Toulouse de Jean Jaurès, membre du Centre de recherche d'études sur les droits fondamentaux, le CREDOF, Université Paris 10. Monsieur Boumediene, actualité oblige. On va commencer, si vous le permettez, avec une question qui concerne le Maghreb. La question principale, qu'est-ce qui se passe dans un territoire assez important et qui est riche en matière minière, mais aussi humaine, hein. Donc, il y a un réel problème. Et ma première question est la suivante. En clair, on constate qu'il y a, en quelque sorte, une nouvelle dynamique politique multiforme au Maghreb, avec beaucoup d'ingrédients, une lutte pour la succession des problèmes d'éthique des hommes au pouvoir, des problèmes économiques, des problèmes sociaux bien entendu, avec tout ce qu'on a pu constater dans les pays du Maghreb. En somme, c'est une situation commune à beaucoup de pays du tiers-monde. Quelle est la particularité de chaque pays du Maghreb et comment sera en fin de compte l'issue de cette crise qui jusqu'à maintenant ça devient interminable? En un mot, comment sera le Maghreb de demain? Oui. Alors, déjà concernant la crise qui existe depuis très longtemps dans le Maghreb, je pense qu'il y a d'abord il y a des crises intérieures qui sont propres à chaque pays, et ces crises n'ont pas trouvé de solution. Par exemple, il y a les crises économiques, hein, ça c'est vraiment la crise économique, que ce soit en Tunisie, il y a 15,4% de chômage, il y a 7,5% d'inflation, au Maroc, il y a plus de 40% des jeunes urbains qui sont au chômage, et en Algérie, il y a 13,2% de chômage actuellement. Donc, effectivement, il y a la question de l'emploi dans ces pays-là, il y a la question sociale, et en parlant de la question sociale, c'est vrai qu'il y a aussi de graves crises sociales. Alors en Algérie, avec la manne pétrolière, on essaye un petit peu, évidemment, de redistribuer un peu d'argent, pour calmer un petit peu calmer un peu le peuple. Mais la situation sociale, moi je dis avec beaucoup d'Algériens, effectivement, la vie elle est assez dure. Au Maroc, on assiste dans certaines régions au Maroc, il y a comme au Rif par exemple, il y a des revendications très importantes. Alors les Rifins, moi d'après ce que j'ai compris, et j'ai écouté plusieurs témoignages, les Rifins ils manifestent pas pour une indépendance, ils manifestent pas pour avoir qu'on reconnaisse une véritable reconnaissance de leur culture. Les manifestations qu'il y a avant tout, c'est d'avoir accès à des infrastructures publiques, d'avoir accès à un hôpital, d'avoir accès à une école, d'avoir accès à des services publics. C'est ce qu'ils demandent. Et on peut pas faire 60 kilomètres pour aller à un hôpital. C'est très compliqué. Et à côté de des crises économiques, de la crise sociale, il y a aussi des crises politiques. Alors, par exemple, si on prend l'Algérie, on connaît la situation qui est en train de se passer en Algérie, c'est-à-dire que Bouteflika, le président Bouteflika, il est gravement malade, hein, effectivement, il est maintenu en vie de manière artificielle, comme a dit une certaine personne. Il
je sais qu'il a, d'après ce qu'on peut lire, c'est qu'il a, il peut décéder d'un jour ou l'autre en fait. Il a un cancer au niveau du poumon, donc un jour ou l'autre il peut décéder. Et là, en ce moment, effectivement, on assiste à une guerre entre deux camps. Il y a le camp présidentiel, Oui. qui est avec son frère, quoi, Saïd Tefika, et puis d'un autre côté, il y a le camp militaire d'état-major avec le vice-ministre de la Défense, qui est Ahmed Gaïd Salah. Et donc, ces deux acteurs, en fait, ces deux clans sont en train de se battre politiquement pour la suite, et ils savent que la suite peut arriver du jour au lendemain, quoi. Du jour au lendemain. Alors ils se battent pas pour la présidence. Voilà. Oui. Ils se battent pas pour la présidence directement, mais ils se battent pour ce que peut apporter la présidence. Les acquis, l'avenir. Voilà. Donc ce que peut apporter la présidence, c'est la main, le contrôle des ressources, des richesses naturelles de l'Algérie, qui a des richesses fantastiques en termes de gaz, en termes de pétrole, en termes touristiques, qui peut se développer. Il peut y avoir une croissance fantastique en Algérie. Ils se battent pour ça, et c'est un clan. Chaque leader a son clan, et chaque clan effectivement a des intérêts, et chaque personne du clan a des intérêts à défendre. Voilà. Donc, si je suis ça raisonnement, M. Malik Moumdienne, ça fait 3 mandats au moins que le président Bouteflika il est sur un fauteuil. Oui, donc la négociation, j'ose dire, même on peut pas parler de ça de négociation entre les deux clans, c'est assez dur quand même. Que cela signifie et pourquoi? Mais là je pense qu'ils veulent pas là chaque clan essaie de faire monter les enchères. Peut-être qu'il va y avoir une négociation, peut-être à la fin il va y avoir on va trouver un consensus, on va se partager un petit peu le pouvoir, et c'est ce qui risque peut-être d'arriver pour pas qu'il y ait des conséquences beaucoup plus graves au niveau de l'Algérie, ou vraiment une crise politique et entraînant une crise sociale. Donc l'intérêt, c'est vrai que c'est la négociation, mais avant la date fatidique où effectivement il va y avoir des élections, eh bien chaque clan essaie de faire monter la pression en montrant en fait que chaque clan va essayer de montrer sa force pour pouvoir négocier et mettre sur la table le plus de cartes possibles. Donc ça c'est vraiment la question algérienne. Et pour le Maroc, on peut pas parler il n'y a pas véritablement de crise politique au Maroc, si on peut dire entre guillemets, parce que c'est le roi qui maîtrise. Au Maroc, il y a un seul maître, qui maîtrise le pays, c'est la royauté, c'est le palais. C'est lui qui fixe l'ordre, c'est lui qui fixe les règles du jeu. Donc ça c'est important, même s'il y a des partis politiques, effectivement, il y a le PJD, le parti islamique qui est au pouvoir, mais c'est le parti du roi, il est sous le contrôle du roi. Voilà, donc c'est lui qui là il a demandé la démission de certains ministres. Voilà, c'est tout part du roi. Ça c'est important. D'accord. Et voilà. Et alors concernant le Maghreb, vraiment le Maghreb. Et la Tunisie, comment vous la voyez? Bon, là, la Tunisie, il va y avoir des élections présidentielles, effectivement, dans pas longtemps, également. Donc, les Tunisiens, ils sont assez, moi je dis avec beaucoup de Tunisiens, ils sont assez déçus sur cette révolution tunisienne, parce que actuellement, la Tunisie, il y a des problèmes en termes de sécurité, il y a des problèmes en termes d'inflation, il y a une inflation très importante sur les matières premières, notamment la farine, sur le blé, sur la viande. C'est vraiment une question très importante. Le gouvernement, il essaye vu que le gouvernement finalement, il y a une crise financière, il n'y a plus d'argent dans les caisses en Tunisie, et donc le gouvernement a beaucoup de mal à financer, à subventionner la nourriture de base. Oui. Voilà, de base. Donc ça pose un véritable problème. Donc le gouvernement sait ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas l'argent. Alors et tout ça, il n'y a pas l'argent parce que la question dans ces pays-là, c'est aussi la question de la corruption. La question de la corruption. Justement, là, on vient de passer il y a presque une demi-heure avec 3/4 d'heure avec Monsieur Ahmed Abdelrahman, l'ancien conseiller de Sarkozy, qui a parlé de la corruption en Algérie. Une question qui a été posée suite à la sortie du livre de Monsieur Bernard Bajoulé. Mais cette corruption qui touche le Maghreb,
c'est un fléau naturel ou c'est un fléau qui est récent, qui a pris surface après le départ de la France dans ces pays? Ben, moi, je pense que la corruption, elle a toujours plus ou moins existé, mais je pense qu'elle a pris beaucoup d'importance, cette corruption. C'est-à-dire que les personnes qui ont le pouvoir, qui en sont à des postes stratégiques, elles n'hésitent pas à négocier, je veux dire, sur le pouvoir qu'elles ont, et donc à demander de l'argent, puisque le nerf de la guerre, c'est l'argent. Elles ont ce besoin de s'enrichir. Il n'y a pas d'éthique, en fait. Le but, c'est j'ai un poste, j'ai un poste. Voilà, j'ai la possibilité, j'ai mon salaire, effectivement, un très bon salaire, et en plus j'ai la possibilité de rajouter 2 fois ou 3 fois mon salaire à la fin du mois. Bon, je le fais, et tout le monde en profite. J'en profite. Celui en bas celui qui a le grade en dessous de moi va en profiter aussi, vice versa, quoi. C'est un petit peu. À tous les échelles, si j'ai bien compris. Voilà, évidemment, parce que le petit fonctionnaire qui fait de la corruption, il le fait parce que sa hiérarchie en profite aussi. Oui. Son supérieur en profite aussi. Voilà. Et le supérieur du supérieur en profite aussi. Autrement, il le ferait pas. C'est pas possible. Il le ferait pas. C'est pas un électron libre. Il peut pas le faire seul. Et il risque son poste. Donc c'est tout un système, si j'ai bien compris. Oui, c'est tout un système. C'est un état d'esprit, c'est une mentalité. Et puis parce qu'il n'y a pas de sanction. Et il n'y a pas de sanction parce que les supérieurs mangent de ça. S'ils ne mangeaient pas de ça, évidemment, ça n'existerait pas. Et c'est quoi la solution d'après vous? Voilà. La solution, moi je pense, j'ai pas la vérité, mais ce qu'il faut faire. C'est une proposition, oui. Oui, voilà. Concernant ma position, l'idée, c'est que d'une part, dans ces pays, les fonctionnaires, ils doivent être mieux payés. Donc ils doivent être mieux payés, ces fonctionnaires-là. Ils doivent, parce que à partir du moment où ils sont bien payés, mais à condition qu'on leur dise, voilà, vous êtes très bien payés, mais attention. Si jamais. Mais qu'est-ce qui va en décider ainsi, vu que celui qui va décider, il est corrompu aussi? Exactement. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. On est dans un cercle vicieux quand même. Oui, mais parce que si la tête du ministère est corrompue, ça ne changera pas. Ce sera pas possible parce que la personne qui a la tête va manger grâce à ce système-là. Il faut le savoir. Alors, comment vous évaluez ce mouvement social, et notamment le cas de l'Algérie et du Maroc, l'opération boycott? Oui, moi je pense que c'est une bonne chose. Moi je pense qu'à un moment, au niveau économique, ce qui fonctionne, c'est les rapports de force. Il n'y a pas de sentiment au niveau économique. Donc je pense que le boycott, c'est la force du consommateur, parce que pour une multinationale, même si elle a de l'argent, même si elle a des milliards de chiffres d'affaires, il faut savoir que c'est vrai qu'on peut penser que cette multinationale, elle est très très puissante. Mais le consommateur, il peut, si vous voulez, lui porter un coup fatal. Il suffit de pas acheter le produit. De dire ce produit, je ne l'achète pas. Voilà. Donc, sur le plan politique, comment ça peut se faire? Sur le plan politique, les politiques, ils sont assez embêtés par rapport à ça, parce que les politiques, c'est-à-dire que il y a des élections. Oui, effectivement, il y a des élections, mais après, une fois élu, la question qui se pose, c'est quelle est la marge d'action par rapport d'un politique par rapport aux puissances économiques. Ça, il faut savoir, parce que les puissances économiques, c'est quoi pour les politiques? C'est garantie d'un financement politique pour la campagne électorale. Ça permet de rapporter de l'emploi aussi, donc ça c'est une bonne chose pour les élus. Et puis avec la fiscalité qui paye, ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Voilà, donc ça, et donc les politiques, ils sont très frileux à tirer, si vous voulez, véritablement sur des entités économiques, quoi, en fait, sur les forces économiques. C'est vrai que les forces économiques sont assez fortes de partout, mais notamment dans le Maghreb. Quand vous avez une antenne de Carrefour qui décide de s'installer à Tunis, évidemment, pour le politique qui doit accorder, le permis de construire sur le terrain. Pour lui, c'est très intéressant qu'il y ait un Carrefour qui vienne, parce que ça va créer des emplois, ça va lui permettre peut-être de vendre un terrain à un prix très important, et puis en même temps peut-être qu'il va toucher sûrement peut-être quelque chose en échange. Bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est la réalité des pays du Maghreb. Mais ce qu'il faudrait, c'est des hommes politiques
avec une véritable éthique, et en disant à un moment, voilà, la corruption. Est-ce que nos sociétés actuelles, sans exception, je parle, hein, donc du Maghreb, créent-ils encore des hommes politiques avec éthique? C'est vrai que quand on a connu des leaders comme notamment en Algérie ou en Tunisie, même en Égypte, hein, si on connaît, avec Nasser, ça fait partie de toute l'histoire de la colonisation. Des grands leaders, c'était des personnes en fait qui avaient une histoire et qui se battaient pour des idées, qui avaient des idées. Ce qui manque aujourd'hui, moi il me semble, dans le monde, au Maghreb, ouais. C'est les idées. Il n'y a plus de personne qui est porteur d'une idée forte pour le Maghreb, pour son pays, une vision à long terme pour son pays, une vision stratégique pour son pays. Et c'est quoi la raison? Voilà. Et c'est quoi la raison? Et c'est quoi la raison de ce vide-là? Parce que là, c'est un vide affreux quand même, hein. Là, on parle de quelque chose, c'est horrible, hein. Oui, c'est horrible, mais la raison, c'est que les politiques, ils pensent d'abord à l'élection. Le but, c'est de se faire élire tout de suite. Et une fois qu'on a le pouvoir, on verra. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont le pouvoir, ils pensent à la prochaine élection déjà. Hein, c'est comment garder son mandat. Hein, voilà, c'est comment ne pas le faire pour les prochaines élections. Dans ce cas-là, M. Malik Boumedienne, est-ce que peut-on dire que le Maghreb ou le monde arabe, hein, dans sa totalité, vit actuellement un point d'inflexion, une charnière historique dans son parcours, hein, c'est l'histoire maintenant qui en parle, hein. Cette situation pourra durer encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout est possible, hein, oui, parce que il n'y a pas d'horizon à l'instant T, maintenant, comme quoi il y aura une élite qui peut défendre des idées. Jusqu'à maintenant, c'est la succession corrompue derrière un corrompu. Est-ce que peut-on dire que nous vivons une période historique de déclin du monde arabe, vu qu'il est vidé de l'intérieur? Moi, je pense que, déclin, je sais pas si on peut dire. En comparaison avec d'autres pays. Oui, bien sûr, oui. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on prend conscience que certains pays arabes, notamment les pays du Maghreb, ne défendent pas leurs intérêts comme il faudrait les défendre. C'est-à-dire que quand on négocie des accords avec l'Europe, quand on négocie des accords avec la France, avec l'Italie, avec le Portugal, faut négocier la tête haute, faut négocier contre quelque chose. Voilà, faut arrêter le niveau de vie des Européens. Si le niveau de vie des Européens est à ce niveau-là, c'est que quelque part, c'est grâce au préjudice qu'on cause à d'autres pays. Je suis d'accord avec vous sur un point, mais on parle de préjudice. Mais du moment qu'on face d'un Européen qui est négocié, hein, vous l'avez bien dit, qui est négocié avec un corrompu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va pas défendre le pays du corrompu du moment Exactement. Donc la question, ce n'est pas un préjudice. C'est un négociateur malsain qui est en face d'un Européen qui n'a pas trouvé en face de lui un homme d'État ou un homme d'élite qui doit défendre les intérêts de son pays, vu qu'il est corrompu. Alors donc, moi, à mon sens, on ne peut pas dire que les Européens portent des préjudices sur les Maghrébins ou les Africains. Mais là, il y a en face d'eux, il y a des gens qui ne sont pas... qui servent pas leur pays, qui ne servent pas leur pays. Ce sont des gens qui servent d'abord leur intérêt, l'intérêt d'un clan, l'intérêt d'un clan, plus ou moins grand, mais qui ne servent pas leur pays dans le cadre de l'intérêt général, qui peut apporter beaucoup aux citoyens. Et les citoyens, ils s'en aperçoivent de plus en plus en Tunisie. Maintenant, pourquoi en Tunisie, les gens commencent à se désintéresser de la politique. Après, alors que pendant la Révolution, ils avaient plein d'espoir, ils se mobilisaient. Au Maroc, ils avaient plein d'espoir. Et maintenant, ils se démobilisent. En Algérie, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de manifestations. Hein, par rapport à ça, tout le monde veut partir de leur pays. Et c'est pour ça que les gens qui ont des valeurs, ce que moi je me suis aperçu, c'est quand je discute avec des universitaires au Maroc, en Tunisie, en Algérie, ou quand je discute avec des médecins, ils veulent partir, ils veulent pas. Surtout tout ce qui est médecin, le monde médical, de la recherche scientifique, ils veulent partir au Canada, ils veulent partir aux États-Unis. À la limite, ça se comprend. C'est des cerveaux qui quittent le pays vu qu'il n'y a pas de raison. Il y a rien. Ce qui devrait faire le pays par rapport à ça,
les pays arabes, ils devraient investir dans les cerveaux. C'est-à-dire de dire aux jeunes qui ont des diplômes, qui sont très compétents, parce qu'il y a des Tunisiens, des Algériens qui sont hautement compétents et qui sont embauchés au Canada, aux États-Unis. Sont reconnus et reconnus. Et reconnus, et très reconnus, des médecins très reconnus. Et leur dire, restez là. L'État va investir pour vous, va vous donner les moyens de travailler, mais restez ici, développez la médecine, on va vous donner les moyens. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Est-ce que vous avez, ça tombe bien, sur ce point-là, M. Boudouine, veuillez m'excuser pour vous couper, mais sur ce point, parce que, vous savez, on est dans l'actualité, hein. Avant-hier, je crois, c'est avant-hier, il y avait eu le discours du roi du Maroc, à l'ouverture de la session parlementaire. Et parmi les points, il y en avait d'autres, donc, mais la plus importante qui est en relation avec ce que vous venez de citer, l'histoire de la médecine. Pour la première fois dans l'histoire du Maroc, le secteur de la médecine, qui était un secteur protégé, il s'ouvre à l'étranger. Il s'ouvre aux compétences marocaines, mais aussi à des étrangers pour des éventuels retours de ces cerveaux. Est-ce que cela, selon vous, est une prise de conscience de la royauté envers les problèmes sociaux qui vivent son pays? Le roi, effectivement, donc dans son discours, hein, lors de l'ouverture de la session parlementaire, donc il a fait tout un discours sur la question de la crise sociale, de la jeunesse, et notamment, c'est vrai, sur la question de santé, il a mis l'accent sur la nécessité d'ouvrir tout ce qui le monde médical aux étrangers, hein, aux étrangers. La royauté, elle est consciente, hein, de la situation du Maroc. Hein. Le roi, il est conscient. Hein, il a vraiment toutes les informations via différents canaux qui lui arrivent. Hein, donc il sait exactement ce qui se passe au Maroc, et à chaque fois, il pointe du doigt ce qui va pas. Ensuite, et là, lui, où il est très critique, c'est que le pouvoir politique, le gouvernement, les acteurs, pour passer à l'action, pour mettre en œuvre tout cela, en fait, soit on ne met rien en œuvre, soit ça prend des années et c'est mal fait. Hein. Et pourtant, il y a une nouvelle constitution de 2011. Oui, il y a une nouvelle constitution, effectivement, il y a une nouvelle constitution alors, de 2011. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais le problème du fonctionnement du pouvoir, c'est que une constitution, c'est une constitution, rien d'autre. Après, ce qui compte, c'est la mise en œuvre. Je veux dire, on a beau expliquer à une personne que la démocratie, c'est ça, si la personne, elle sait pas ce que c'est, elle veut pas mettre en place des grands principes, ça se mettra jamais en place. Hein, là, vous êtes en train de confirmer un point de vue d'un sociologue de taille, hein. Oui, elle a dit c'est un problème d'humain, c'est un problème d'éducation, de mentalité. Oui, exactement. La démocratie, c'est un état d'esprit. Si on n'a pas l'état d'esprit de la démocratie, on a beau nous dire la démocratie c'est ça, mais on va jamais l'appliquer. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant d'appliquer la démocratie. C'est pas intéressant d'appliquer la démocratie parce que sinon on risque de perdre le pouvoir, on risque de perdre des élections. Voilà, donc c'est pas forcément. Donc la démocratie, c'est un état d'esprit, c'est être capable de dire je vais perdre des élections, j'ai perdu, c'est comme ça. Voilà. Hein, j'ai perdu ce poste, j'ai perdu le poste, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Hein, à la prochaine. Voilà. Mais c'est pour ça, c'est très important. Et concernant la question là, parce que je sais que les minutes défilent, le Maghreb de demain. Je vous en prie, on attend. Sur le Maghreb de demain, comment on peut imaginer le Maghreb de demain? Oui. Le Maghreb de demain, moi je l'imagine quand même au niveau des relations internationales. Je pense qu'il va y avoir un Maghreb qui va se trouver de plus en plus sous domination américaine. La France, elle recule tout doucement. Alors pourquoi je dis ça? Parce que par exemple la semaine dernière, la Tunisie, elle a signé 7 accords avec les Américains. 7 accords internationaux avec les Américains. Au Maroc, les États-Unis ont accordé dès 2004 au Maroc le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. Et en 2006, ils ont signé un accord de libre-échange. En Mauritanie, si on prend la Mauritanie, en 2017, en Mauritanie, il y a eu la construction d'une ambassade, très très grande ambassade en Mauritanie, à Nouakchott. Je l'ai vu, cette ambassade, hein, de l'extérieur. Elle est énorme. Elle est sur 10 hectares et demi. 10 hectares et demi. Donc, pour que les Américains construisent une ambassade de 10 hectares et demi, hein, c'est que, Nouakchott, c'est que vraiment, il y a un intérêt stratégique. Ouais, mais on reviendra sur ce point par rapport à la deuxième question sécuritaire qu'on va essayer de développer après. Ouais. Mais continue, je vous prie. Continue. Voilà. Et alors après, concernant au niveau de l'Algérie, en 2018, il y a le Washington Post qui a mis un article en disant il y a une présence américaine en Algérie. Les Algériens disent non, c'est pas vrai.
Bah oui, mais le problème c'est qu'il y a quand même des éléments qui montrent que oui, il y a une présence militaire militaire américaine en Algérie. Hein. Donc il y a une domination. Moi, je pense qu'il y a une domination américaine qui va se développer. Ensuite, je vois, moi pour l'avenir, je vois un Maghreb vraiment sous l'influence de la religion de plus en plus. Ça va monter en puissance. Alors pourquoi? Parce que les populations, elles se réfugient dans la religion de plus en plus. Elles ne font plus confiance face à la corruption, face à la corruption, face à leurs élites, à la justice, face à l'incompétence de leurs élites, leurs promesses qui sont pas tenues, et donc elles se réfugient dans cette dans cette religion, et on a un développement de l'islam politique. Alors par exemple au Maroc, qui est-ce qui est au pouvoir? C'est le PJD. Donc c'est voilà. Hein, c'est le PJD, c'est parti islamique qui est au pouvoir. C'est plus le PJD de la premier gouvernement là. Oui, là, ça change complètement. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, les islamistes ont quand même un point important. Après, en Tunisie, il y a eu Ennahda à un moment. Hein, il y a eu Ennahda, mais Ennahda a fait un score très très important en dernière municipale. Et en Algérie, y a-t-il une mouvance religieuse plutôt politique, à part l'aspect sécuritaire? Non, en Algérie, voilà. En fait, en Algérie, c'est le pouvoir actuel étouffe tout parti politique fondé sur la religion. Voilà. Et ce qui se passe en fait, c'est que d'un côté on étouffe, mais ça n'empêche pas, dans la réalité de terrain, sur la réalité politique, ça n'empêche pas qu'il y ait des mouvements religieux qui se développent. Ils sont pas, c'est pas officiel, c'est pas un parti politique, mais les gens de plus en plus se rattachent à des mouvements religieux officieux et ça se développe. C'est pour ça que en fait là, ce qui est en train de se passer en Algérie, c'est un peu ce qui s'est passé en Algérie lorsqu'il y a eu la guerre civile et qu'on a arrêté dans les années 90, on a arrêté le processus électoral. On a dit c'est le fils qui va arriver au pouvoir. Alors, on arrête tout, le fils va arriver au pouvoir. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? On a dit bon, hop, on arrête tout. On dissout le fils, voilà, ça n'existe plus, on le dissout. Mais le fait de dissoudre un parti politique, quand on dissout un parti politique, ça ne veut pas dire qu'on dissout les idées. Les idées, elles continuent dans la société de ce parti politique. Hein? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en Algérie, même s'il n'y a pas de parti religieux reconnu en tant que tel, il n'empêche que si en Algérie il y a des élections démocratiques où les partis religieux sont autorisés à participer, eh bien, moi, je pense que les partis religieux feraient un score honorable, assez important. Voilà. Et en Libye? Ça, c'est alors la Libye, la Libye, on va dire merci à Nicolas Sarkozy pour la Libye. La Libye, on a un gouvernement islamique, financé par Qatar, Arabie Saoudite, avec différentes milices, et dizaines de milices, chacun. Bon, et on a un gouvernement reconnu par la communauté internationale. Donc il y a le général Haftar. Justement, parlons de ce général qui a menacé l'Algérie. Oui. Que cela veut dire? Oui, effectivement. Que cela veut dire? Oui, c'est un général. Alors, c'est un général. Oui, effectivement. Donc, il a menacé l'Algérie, mais il faut savoir un petit peu par qui est soutenu ce général, en fait. Alors, ce général, il est soutenu par les Occidentaux. Donc, il est soutenu par la France. Il est soutenu par les Européens. Il est soutenu par les Américains. D'accord? Il est même soutenu par les Russes. Il est intelligent. C'est quand même. Il a signé un accord de coopération avec la Russie. C'est trop fort, parce que là, si ce monsieur ose défier l'Algérie, et avec tous ses partenaires derrière lui, donc l'Algérie, il est quand même dans des beaux draps. Oui, c'est-à-dire que lui, s'il fait cette déclaration, c'est qu'il sait qu'il y a des personnes, derrière lui. D'accord, il le sait. Donc lui, dernièrement, il a signé un accord sur la coopération militaire avec la Russie, par exemple. Voilà. Donc et pourquoi parmi ces pays-là que vous citez sont des partenaires de l'Algérie? Pourquoi soutiennent un général contre leurs partenaires depuis toujours, notamment la France, la Russie? Oui. Les États, ils défendent des intérêts. Donc les États peuvent très bien soutenir l'Algérie pour un intérêt X, et puis soutenir un général libyen pour un intérêt Y. L'intérêt Y, le général libyen, c'est que le général, c'est le pétrole, c'est le gaz en Libye, qui est de très bonne qualité, avec un pétrole de très bonne qualité. Donc c'est ça qui intéresse les partenaires.
Voilà, donc ils essayent de défendre des intérêts algériens, de défendre des intérêts libyens. Voilà, donc ça c'est la diplomatie. On défend que des intérêts. Voilà, c'est ça qui est important. Et puis bon, en Libye, effectivement, la question de la Libye, c'est que il y a ces deux gouvernements et ces deux parlements, mais en même temps, il y a des tas de milices. Et moi, là où on peut se poser des questions, c'est comment ça se fait qu'en Libye, avec un gouvernement qui est reconnu, qui est soutenu par la communauté internationale, qui a des moyens financiers, qui a des moyens militaires, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à lutter contre des groupes radicaux qui sont en Libye. Moi, je trouve ça quand même c'est un petit peu compliqué parce que ces groupes pour lutter, avoir des armes, de l'armement, des informations, de la logistique, sont ils sont bien financés par quelqu'un, par d'autres États. Donc financés par l'Arabie Saoudite, le Qatar, notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite qui se font une guerre sur le terrain en Libye. Ils font une guerre dans tous les domaines. Donc dès qu'ils ont la possibilité de rentrer dans un conflit, donc que ce soit en Libye ou ailleurs, ils rentrent dans le conflit. Donc là, leur terrain, notamment un de leurs terrains, c'est actuellement la Libye. Donc si j'ai bien compris, les Arabes, c'est entre eux et les autres jugent le moment opportun pour y intervenir. Donc, si j'ai bien compris, donc vous parlez de l'Arabie Saoudite et le Qatar, avec toutes les guerres, donc même pas avec cette histoire religieuse à l'étranger, en Europe, donc on voit il y a des gens qui sont la mouvance qatari, qui l'autre qui suivent la mouvance saoudite, donc tout le monde en parle. Il y a une guerre qui a des retombées vraiment négatives. Il y a une question qui s'impose, Monsieur Malik Boumedienne. On a parlé de la Libye, on a parlé de la Tunisie, on a parlé du Maroc, on a parlé de la Mauritanie et de l'Algérie, et on constate comme quoi ce groupe de 5 pays s'isole par rapport à un pays voisin, et on se pose la question pourquoi ce pays voisin ferme ses frontières et impose un visa au Maghreb, notamment l'Égypte. Oui. Alors la question, l'Égypte, c'est un pays qui a qui est, de par sa situation géographique, qui a une situation géopolitique, une situation stratégique très très importante, et l'Égypte, c'est une sorte, si on peut dire, de frontière, de rideau entre le Maghreb et le Moyen-Orient. Et lorsque l'Égypte demande des visas pour certains pays arabes, l'Égypte, lui, notamment avec Al-Sisi à la tête, c'est la sécurité. La priorité, c'est la sécurité. Al-Sisi, il est arrivé au pouvoir pour assurer la sécurité publique. Il est soutenu par les Européens, par les Américains, notamment il reçoit plus de 2 milliards de dollars par an. L'Égypte reçoit 2 milliards de dollars par an de la part des Américains, d'une part pour rester neutre dans le conflit israélo-palestinien. Donc ça, l'Égypte touche de l'argent pour rester neutre dans le conflit israélo-palestinien. Et cet argent aussi sert au développement de l'Égypte. Donc il y a quand même l'influence américaine. C'est pour ça que les Américains, ils attaquent. On parle jamais de l'Égypte. On parle jamais d'Égypte. Ni les Européens, tout va bien en Égypte, même si il y a de la torture. Voilà. L'essentiel, c'est d'empêcher le développement de l'islamisme et d'empêcher que des combattants qui viennent de Libye, par exemple, réussissent à rentrer en Égypte, réussissent à rentrer en Égypte, notamment avec les frères musulmans, qui sont quand même importants, et puis arrivent aussi, comme cela, à aller de l'autre côté de l'Égypte et aller vers d'autres pays. Donc l'Égypte, c'est vu comme une sorte de barrière protectrice. Et c'est pour ça c'est pour ça que l'Égypte, c'est pas forcément, il y a une volonté du président égyptien de dire oui, il faut des visas, mais cette position, elle est soutenue aussi par les Occidentaux qui disent à l'Égypte, oui, très bien, il faut demander des visas parce que nous, on veut pas que ce qui est en train de se passer, les attentats qui se déroulent à Tunis quelquefois, la question en Algérie, notamment dans le Sahara avec des groupes terroristes, ou les attentats qu'il y a pu avoir au Maroc, on veut pas que ces gens-là arrivent en Égypte et puis s'infiltrent, soit en Égypte ou au-delà de l'Égypte. Donc c'est un problème sécuritaire, voilà.
voilà, c'est vraiment la question. Eux, c'est vraiment la question sécuritaire. Donc l'Égypte s'est complètement désolidarisée des autres pays, des pays du Maghreb, et l'Égypte a fait le choix de l'Amérique, de la stabilité, et le choix de la collaboration aussi avec l'État hébreu, puisque en fonction des situations, l'Égypte bloque les frontières de Gaza ou les débloque, autorise le passage, pas le passage, pour des raisons humanitaires. Voilà. Donc c'est une frontière plutôt avec le Maghreb, si j'ai bien compris. Oui, voilà, oui. C'est moi je vois ça comme ça. Je vois ça vraiment comme une véritable frontière avec le Maghreb avant d'arriver vers le Moyen-Orient, en fait. Voilà. D'accord. Donc, passer à la deuxième question qui est en relation avec cet aspect-là que vous nous citez, l'aspect sécuritaire, bien entendu, et avec cette révélation que vous venez de le faire dans l'émission, l'ampleur de l'ambassade américaine en Mauritanie en termes de superficie. Et les observateurs disent qu'il y a une présence énorme des Américains au Sahel. Est-ce que cela signifie que l'administration américaine a pris la décision de prendre ce gros morceau, presque la moitié de l'Afrique, en considération, en touchant le Sahel, les pays du Maghreb, et avec une présence militaire et aussi une présence sécuritaire, voire économique maintenant, d'après ce que je constate. Oui. Et il y a un ordre qui va s'installer, un ordre pour le Maghreb, comme ils ont fait pour l'OTAN du Machrek. Certainement, il y aura un OTAN pour le Maghreb, si j'ai bien compris. Vous avez raison. Moi, je pense que on va plutôt. Il y a quelque chose qui se dessine dans l'avenir, c'est que les Américains, ils ont bien compris une chose, c'est que il y a la zone chinoise, ils peuvent pas toucher, puisque la Chine est une véritable puissance économique et militaire, donc ça on ne touche pas. Il y a la zone russe où on touche pas non plus, on évite, parce que déjà que c'est assez conflictuel. Il y a la zone du Moyen-Orient où maintenant, pour eux, ils ont quand même réussi à avoir la mainmise, parce que effectivement, l'Égypte est sous contrôle, la Jordanie est sous contrôle depuis longtemps, la Syrie, qui n'était pas sous contrôle, ils font tout pour essayer de virer Bachar al-Assad, pour mettre toute cette zone du Moyen-Orient sous contrôle. Et c'est vrai que maintenant, le Maghreb, en tant que tel, c'est pas une zone d'action américaine, le Maghreb en tant que tel, c'est plutôt une zone francophone, où la France a beaucoup, de par son histoire, et continue à avoir une influence très importante sur cette zone. Mais les Américains maintenant, ce qu'ils souhaitent, c'est continuer à leur conquête en fait, en tant que grande puissance, continuer leur conquête. Et aujourd'hui, je pense que leur nouvelle conquête, c'est le Maghreb. Parce que pourquoi? Il faut savoir, par exemple, quand je dis conquête, c'est la conquête économique, mais c'est aussi la conquête culturelle. Et la conquête culturelle et la conquête du contrôle des gouvernements de ces pays. Parce que, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les accords qu'a signé la Tunisie avec les États-Unis, il y a des accords économiques, mais il y a aussi plusieurs accords culturels où les États-Unis financent différents mouvements, différentes associations, la société civile, ce qui est une bonne chose, mais financent leurs idées d'abord, les idées américaines, la liberté, la culture américaine. C'est c'est une offensive culturelle. Oui, parce que derrière l'offensive culturelle, c'est le pouvoir politique. Si demain, à partir du moment où vous défendez des idées américaines, où vous dites, vive McDo, vive vive la société de consommation, au fur et à mesure, les mentalités, elles se formatent, les jeunes se formatent, et cette culture arabe, elle va se réduire ou vivre à côté d'une autre culture. Mais derrière la culture, c'est le cas de la Chine, donc c'est en train de faire dans les pays africains. Donc il y a une prise en charge totale, j'ai dit totale, des étudiants des pays africains pour finir leurs études. Donc on est en train de préparer la future élite qui va prendre le pouvoir dans ces pays. Exactement. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire en Mauritanie. Je veux dire, en Mauritanie, avant, par exemple, ce qu'il y avait les Mauritaniens, ils sont francophones à la base, ils sont francophones. Maintenant, les Mauritaniens, ils apprennent l'anglais de plus en plus.
bah, vous allez à l'ambassade américaine, on vous propose des cours d'anglais, il y a des écoles américaines, on vous propose de partir aux États-Unis, donc on va proposer à l'élite mauritanienne de partir aux États-Unis un mois à l'été. Ils vont se former aux États-Unis. Et cette élite, une fois qu'elle revient en Mauritanie et qu'elle a des postes importants, avec qui ils vont négocier? Ils vont négocier avec les Américains, ils vont pas négocier avec les Français. Hein, et c'est ce qui se passe la même chose de partout. Il y a une offensive qui est très très importante des Américains maintenant sur le Maghreb. Sur le Maghreb, on a en Tunisie, par exemple, beaucoup de gens parlent français en Tunisie. Bah maintenant, les personnes veulent se rapprocher de l'anglais parce que c'est la langue des affaires. Voilà, c'est une langue où il y avait des opportunités. La question principale, Monsieur Malik Moumedienne, vous êtes en train de faire une révélation assez importante quand même. Il y a une question qui s'impose. Et la France dans tout ça? Ben, la France, bon, elle a toujours une. Est-ce qu'elle est en chute par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Donc la France abandonne un petit peu le Maghreb, si j'ai bien compris. Oui, ben, la France, c'est-à-dire que pour intervenir, la France elle a toujours une influence, mais pour intervenir, il faut des moyens financiers très importants. Donc aujourd'hui, quand les États-Unis décident d'intervenir dans un pays en matière culturelle, en matière diplomatique et de mettre de l'argent sur la table, c'est pas évident de suivre. Hein, c'est très compliqué de suivre. Hein. En plus, maintenant, de plus en plus, j'avais vu dans l'actualité que la France allait a fermé ou va fermer un certain nombre de centres culturels français dans le monde, hein, par manque de moyens financiers, et de par la concurrence. Je veux dire, quand vous êtes un centre français, que vous êtes dans tel pays et que à côté vous avez un centre russe qui se met en place avec des moyens importants, ou américains ou chinois, bon ben il y a une concurrence qui se développe. Donc avec plus d'opportunités pour les personnes. Donc les personnes vont là où il y a plus d'opportunités. Donc quand vous avez un centre américain qui se développe et qui vous dit voilà, ben venez chez nous, il y a une bourse pour étudier à l'étranger, voilà, bon, ben, vous allez là. Hein, donc c'est ça. Donc la France, un moment, je pense que la France, elle a toujours eu le point important au Maghreb parce qu'il n'y a pas eu d'acteurs concurrents. Hein, chacun un peu avait sa zone. Les États-Unis, c'est le Moyen-Orient, voilà, oui. Hein, c'est un peu ça. Il y a la Belgique avec ses anciennes colonies, et puis la France et le Maghreb, la zone francophone, voilà. Mais à un moment, les États-Unis disent, ben voilà, nous, on contrôle, on a besoin de se développer. Hein. Monsieur Trump, il est fidèle à lui-même. Hein. Donc, lorsqu'il a attaqué ses amis, ses alliés, je dis, hein, ses alliés aussi, hein, européens. Oui. Donc, il a attaqué aussi leur intérêt en Afrique. Bien sûr. Ben, Trump, lui, il est bon. Voilà, c'est un homme d'affaires. Hein. Lui, il fait de la diplomatie comme du business, mais voilà. Donc lui, c'est donnant. C'est si j'ai des opportunités, si l'intérêt des États-Unis c'est d'être là, on est là. Voilà. Hein. C'est factuel, quoi. C'est sur des critères objectifs. Donc, et Trump, c'est pour ça, il va aussi en direction de l'Afrique. Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, lorsqu'on parle de relations de développement, c'est que on constate que le roi du Maroc, par exemple, le roi du Maroc, alors, peut-être c'est une bonne chose ou pas, je sais pas, mais par contre, il fait quelque chose, c'est que il souhaite que le Maroc se développe vers l'Afrique noire. Hein, ouais, ça c'est les différentes tournées de Sa Majesté dans l'Afrique. Ouais. Voilà. Avec la volonté d'accéder à la CEDEAO. Oui, exactement, parce que en fait, il s'aperçoit que le Maroc s'aperçoit qu'avec l'Europe, on négocie pas d'égal à égal. Hein, parce que au Maroc, par exemple, il y a de l'agriculture il y a beaucoup de production agricole, des tomates. Hein, il y a beaucoup de production agricole au Maroc. Alors évidemment, il y a possibilité d'exporter vers l'Europe. Mais on dit non, les tomates, non, vous pouvez exporter, oui, mais pas autant. Hein. Par contre, vous laissez rentrer les produits français, les produits espagnols, voilà. Donc, voilà, il n'y a pas d'égalité autour de la table. On peut pas, quand on est, c'est plutôt simple à comprendre. Quand le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie se mettent autour de la table avec les partenaires européens, bon, ben en fait, on va dire, ok, on va négocier, mais nous, les Européens, on a les gants de boxe, vous n'avez pas de gants de boxe. Donc, on va négocier, mais rapide, hein. Voilà. Ouais, mais rien qui va être sûr dans les négociations avec les Américains demain. Ah oui, exactement. Bien sûr, donc, bien sûr. On sait pas, on a ce qu'on a, mais on sait pas qui nous attend. Exactement. Ça c'est sûr. Les Américains, c'est d'abord, effectivement, une puissance économique, et le but, c'est
toujours servir leurs intérêts. Il ne faut pas oublier le nombre de Marocains, d'Algériens, Tunisiens qui se trouvent sur le territoire européen. Là, ça aussi, c'est un facteur très important à tenir en compte. Est-ce que les dirigeants de ces pays ont-ils raison d'avoir évincé ou bien de dribbler un petit peu, comme on dirait, un langage footballistique, la France pour une autre puissance, notamment américaine? Est-ce que ça vaut le coup, sincèrement, si demain, après-demain, cette population maghrébine qui se trouve sur le sol européen rentre chez elle parce qu'il y a une crise? Et vu la crise d'élite qui se trouve chez nous, est-ce que ça vaut le coup pour eux que cette population qui en veulent pas, en toute sincérité, parce qu'on le constate, sauf avec ce dernier discours de Sa Majesté qui demande à des compétences de retourner au pays pour travailler dans différents secteurs, mais jusqu'à maintenant, il y a toujours un refus, notamment politique, avec la représentativité politique de ces émirats, ces Marocains résidant à l'étranger, dans leur pays d'origine, ce qu'ils demandent depuis toujours. Et comme vous le savez, que les Marocains sont très attachés à leur pays d'origine, mais le souci, il est là. Est-ce que on met tout ça sur une balance? Est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre quelque part? Oui, moi j'ai discuté avec vraiment des Algériens, Marocains, Tunisiens qui ont fait qui ont fait une partie de leurs études dans leur pays, après une autre partie de leurs études, de leur doctorat par exemple à l'étranger, en France ou ailleurs. Et quand je leur dis mais pourquoi tu retournes pas en Algérie, en Tunisie, il me dit mais je peux pas. Il me dit je peux plus. Maintenant, j'ai travaillé. Je travaille dans tel hôpital ou je travaille dans tel laboratoire. Je sais que pour travailler, il y a on demande un certain investissement. Il me dit maintenant, rien que quand je passe 15 jours dans mon pays d'origine, je me dis mais j'arriverai jamais à travailler. Je peux pas travailler. C'est très compliqué. On manque de moyens. Les gens, les collègues. En fait, vu qu'ils sont pas payés vraiment énormément, pour certains, ils font le minimum. On n'a pas les mêmes mentalités. Et puis les collègues, il faut savoir, c'est que les personnes qui sont restées dans le pays, en fait, ils n'aiment pas trop voir revenir les autres, en fait, parce qu'ils les voient comme des concurrents. Ils les voient comme de véritables concurrents. Donc ils les acceptent pas. Parce que ce sont des personnes, et même les politiques ne les acceptent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui viennent avec une mentalité aussi qu'ils ont pu acquérir à l'étranger. Ils reviennent dans leur pays, ils ont des diplômes étrangers, ça fait une concurrence. Et puis on va changer au niveau des habitudes de travail aussi, les habitudes de travail. Donc ils sont pas forcément, moi d'après ce que j'ai pu entendre, ils sont pas forcément très bien accueillis ou très bien vus de la part des personnes. L'expérience d'aller travailler à l'étranger. Voilà. Et puis ça peut être c'est un risque politique aussi. C'est un risque politique pour les personnes qui restent au pays, parce que lorsque vous demandez, par exemple, je sais pas, imaginez qu'on demande à tous les Algériens de venir, ou Marocains ou Tunisiens de rentrer au pays, ça veut dire que l'élite du pays, il y a sa place qui peut être en jeu, en fait, Donc c'est pas forcément une bonne idée de mettre en place toutes les conditions adéquates afin que les nationaux puissent revenir au pays. Voilà. La question que se pose M. Malik Boumedienne, qui est de taille, je suis désolé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette annonce qui a fait beaucoup d'écrits ces derniers jours, qui a fait la une des journaux. C'est en parallèle par rapport à cette politique américaine, j'ose dire. Oui. La disparition du journaliste saoudien à l'ambassade de l'Arabie Saoudite en Turquie. Oui. Comment vous voyez-vous sur le plan géopolitique ces manœuvres entre la Turquie avec l'Arabie Saoudite et les États-Unis, sachant que les deux ce sont des partenaires directs pour les États-Unis? Oui. Alors effectivement, tout le monde a entendu parler, je pense, du journaliste saoudien qui a le pouvoir et qui est parti au consulat et qui est pas ressorti. D'après ce que disent, il n'est jamais ressorti de ce consulat.
Mais c'est vrai qu'il y a des caméras, on l'a jamais vu ressortir. Donc quelque part, c'est la question. c'est pourquoi. Hein, voilà. Alors là, maintenant, comme il m'a dit un ami à moi, là, juste pour vous faire sourire, un ami à moi, il m'a dit avant de rentrer dans n'importe quel conseil là, appelle-moi. Alors. Ah oui. Non mais c'est vrai. Bah oui, mais est-ce qu'on peut ressortir ou pas? Bah oui, mais voilà. Donc après. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Bah après, bon, d'après ce que j'ai entendu, c'est que bon, c'est vrai que ce qui est un peu bizarre, c'est que il y a eu après ce qui s'est passé, là, il y a eu une quinzaine de Saoudiens qui sont partis, qui sont venus en France et qui en Turquie, qui sont repartis. Voilà. Donc pourquoi il y a 15 Saoudiens qui sont arrivés, qui sont repartis comme ça juste après cette affaire? Qu'est-ce qu'ils avaient dans les valises? J'en sais trop rien. Mais n'empêche les Américains, avec les déclarations de M. Trump ces derniers jours, sauf le chaud et le froid. Hein. Donc au départ, il y avait il y a un bit chaud mais froid vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Ça fait, je crois, une journée en arrière. S'il s'avère que c'est vrai, il aura des châtiments vraiment lourds. L'Arabie Saoudite, ce qu'il dit M. Trump. Moralité de l'histoire, est-ce que la Turquie a du poids à ce point pour fléchir la décision de M. Trump? Non, mais je pense que la Turquie, elle a pas de poids vis-à-vis de Trump. Si la Turquie, c'est quand même a de bonnes relations avec la Russie, notamment. Donc c'est vrai que ça peut renforcer la position de la Turquie, mais la Turquie aussi, elle a quelque chose, une carte à jouer avec les Européens qui, eux, peuvent faire pression sur Trump. C'est que le président turc a toujours dit si vous m'embêtez un petit peu trop, moi, je laisse passer je laisse passer un peu les terroristes en Syrie. Si vous voulez qu'ils rentrent en Europe, c'est facile, je fais plus rien. Et vous débrouillez avec tout ça, quoi. Donc c'est une porte arrière, donc c'est un franc. Voilà, oui, c'est un franc pour l'Europe. Ah, exactement. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça que la Turquie reçoit de l'argent de l'Union européenne par rapport à ça. Et c'est pour ça que le président turc dit, vous m'avez pas donné assez d'argent, il m'en faut donner un peu plus, parce que moi, il faut que j'ai des frontières à assurer. Donc, si vous me donnez rien ou pas assez, ne vous étonnez pas s'il y a quelques personnes qui viennent et qui fassent exploser des bombes en Europe. C'est la première fois, monsieur Malik Boumedienne, et sincèrement, ça fait marrer quelque part. C'est la première fois dans l'histoire, un chef d'État, monsieur Trump, parle avec des tweets, donc, ou bien parfois par des discours, et s'adresse au prince héritier ou bien à l'Arabie Saoudite, et parfois avec des mots très très lourds, les humilier quelque part, et on dit rien. Et on dit rien. Pourquoi? Oui. Trump, Trump, il est assez, comment dire, mais l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite. Pourquoi ces princes héritiers? Où est l'honneur? Il n'y a pas d'honneur. Mais la question, je veux dire, si demain, en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite n'est pas protégée par les Américains, si demain l'Arabie Saoudite n'est pas protégée par les Américains, ça aurait fait sûrement depuis longtemps qu'il y aurait eu un coup d'État financé par X ou Y. Et pourquoi elle ne se fait pas protéger par les Russes ou par les Chinois? Parce que culturellement, ils sont liés. Tous les leaders, tous les rois en Arabie Saoudite, tous les princes, les rois, les leaders, ils ont tous fait leurs études aux États-Unis. Ils ont tous fait leurs États-Unis. Voilà, la plupart ont la double nationalité. C'est la fabrication d'élite. Oui, bien sûr. Ils ont un passeport américain pour certains. Ils ont une double nationalité. En parlant de double nationalité, le général Haftar en Libye, il a la nationalité libyenne, mais il a un passeport américain aussi. En plus. Donc, voilà. Donc, l'Arabie Saoudite, c'est un petit pays. Leur puissance, leur pétrole, demain, c'est très facile de renverser le système politique saoudien pour les États-Unis. L'Arabie Saoudite, l'argent qu'ils ont, c'est le prix du baril de pétrole. Si demain, les Américains décident de produire plus de pétrole, ou demandent à d'autres États de produire également plus de pétrole, le baril chute. Le baril du pétrole chute. Ça veut dire que le pouvoir financier des Saoudiens chute.
également. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois, il y a un an, il y a eu la crise du baril, le baril est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des coupes budgétaires importantes en Arabie Saoudite, budgétaires très très importantes. Donc ce sont des pays qui, même au niveau de l'armement est américain. Tout l'armement est américain. Est-ce que ce n'est pas le cas pour l'Algérie? Oui, alors vous parlez de quoi? Du pétrole? Du pétrole, toujours du pétrole. Ouais. Oui, mais c'est le cas aussi pour l'Algérie. L'Algérie, lorsque le baril est tombé, ça a eu les mêmes conséquences. Ça a eu les mêmes conséquences. Ouais, ça a eu les mêmes conséquences. Il y a pas d'argent. C'est ça. Ils tirent le pouvoir du pays financier, c'est la rente pétrolière. Et la rente pétrolière, c'est le prix du baril. Quand le prix du baril baisse, l'État fait de moins en moins de choses. Voilà, a de moins en moins de pouvoir. Et vu qu'il n'y a que cette rente qui est importante, à un moment, ça peut changer. D'une année sur l'autre, l'État peut dire, voilà, vous aviez des allocations, c'est terminé. Il n'y a plus d'allocations, on ne peut plus. L'école, on ne peut plus. Voilà, donc c'est de la fragilité. Et la question qui se pose pour l'Algérie, d'après ce que j'ai entendu, c'est que l'Algérie, il n'y aura plus de pétrole à partir de 2030. Peut-être, il va y avoir pratiquement plus de pétrole. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'Algérie n'aura plus de pétrole? C'est un problème. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un problème. Voilà. Effectivement. Il me reste une dernière question, si vous le permettez, M. Malik Moumediane, parce que sincèrement, la discussion avec vous, elle est très intéressante. Et c'est pourquoi on a allongé un petit peu la discussion. Vu cette annonce qui m'a été faite par M. Boudiaf, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui suite à un problème familial grave, donc il se trouve dans l'obligation de se déplacer, et qui m'a donné rendez-vous dans la semaine prochaine ou le 15 jours prochain pour qu'il intervienne. Il me reste une dernière question qui est de taille, qui nous touche de près. L'Europe vit dans un mouvement qui crée deux sociétés opposées, un mouvement où la France se trouve de plus en plus isolée. C'est le populisme et les démocrates. Comment voyez-vous cette situation et quel avenir qu'il peut y avoir? Oui, ça c'est vrai que pour l'Europe c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer en Europe aujourd'hui. C'est qu'il y a une poussée des populismes. Par exemple, en Italie, notamment en Italie, mais en France également, c'est que le populisme et avec toutes les idées qui vont avec ces personnes-là, c'est-à-dire généralement sont des idées sont des idées d'extrême droite, des idées de repli sur soi. On est loin de l'humanisme, et donc ça pose de graves problèmes avec le racisme qui peut y avoir, les discriminations qui peut y avoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe, il est en train on risque d'avoir deux Europes, une Europe peut-être ouverte, tolérante et ouverte sur le reste du monde, et avec également une Europe qui est plutôt renfermée sur elle-même, qui dit restons entre nous, les Européens d'abord, le reste, les autres après. L'Angleterre, par exemple, elle est sortie avec le Brexit. Là, ça y est, l'Angleterre est partie. Il y a d'autres États, ça leur trotte un peu dans la tête aussi, et ça fait peur à tout le monde parce que une Europe, ça risque d'être une Europe qui est faible, en fait, tomber dans la faiblesse, et une Europe moins forte, c'est-à-dire une Europe moins forte, moins forte face aux États-Unis, face à la Chine. Et également, et je pense que c'est au contraire, alors qu'il faudrait faire tout le contraire. C'est plutôt une Europe forte, c'est une Europe solidaire, et une Europe aussi. Je pense que l'Europe, il faudrait que l'Europe soit beaucoup plus, égalitaire et fasse preuve d'équité envers les pays du Maghreb, parce que on peut pas à la fois baser sa richesse sur l'exploitation de certains pays comme les pays du Maghreb, et en même temps, par la suite, dire on comprend pas, il y a de l'immigration. Mais c'est eux qui créent l'immigration. C'est les pays européens, en défendant leurs intérêts, qui fabriquent de l'immigration. Si demain, l'Europe était beaucoup plus équitable autour de la table avec les pays du Maghreb, qui permettait une libre concurrence, en permettant au Maghreb d'exporter leurs produits sur le marché européen, je connais personne, moi, qui soit content de quitter son pays pour immigrer. On ne quitte jamais son pays par
par oui, mais M. Malik Moumedienne, je défends oui. personne, moi. Moi, je me trouve dans une situation de neutralité, oui. comme on dit, Oui. hein, donc qu'on soit clair. Oui. Vous avez dit que les Européens, mais comme on a dit tout à l'heure, le souci qui se pose, que cette élite qui est corrompue, Oui. qui ne veut pas défendre les intérêts de leur pays. Oui. Et moi, je suis européen. Oui. En face de moi, quelqu'un qui s'en fiche complètement. Oui. Qui vend, par exemple, les tomates à Exact. le Oui. un quart. Je suis acheteur. Je suis sur Exact. une position de commercial. Exact. Je suis là, comme on dit, un proverbe célèbre arabe, hein, Allah yaj'al al-ghafla ma bayna al-bay' wa al-shari, que il faut qu'il y ait une possibilité que, pas de l'arnaque, mais possibilité d'avoir gagné le combat entre l'acheteur et le vendeur. Oui, Donc, bien sûr. le souci Oui, qui se bien pose, est-ce que ce n'est pas chez nous, parce qu'il est temps qu'on se pose la question, Oui. chez nous, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Afrique, Bien sûr. il y a un réel problème. Il y a un réel sûr. problème d'élite, il y a un réel problème aussi de la société. Bien On sûr. voit à travers, comme vous voyez, que tout le monde le voit, à travers Facebook, on voit d'incivilités inégalées dans le monde, dans des Bien pays sûr. de Maghreb. Ouais, bien sûr, bien sûr. Comment on traite les femmes, comment on traite les vaillards, comment Exactement. on fait Bien de la corruption, il y a Bien plein sûr. de choses. Il faut que les citoyens arabes, déjà, ils prennent de plus en plus conscience de ça. Ils élisent des personnes qui ont des valeurs et qui défendent leur pays. C'est eux qui ont le pouvoir à travers le vote. Voilà, ils ont le pouvoir à travers le vote. Il faut aller voter, il faut se mobiliser et il faut permettre à des gens qui sont issus de la société civile, pas forcément des professionnels de la politique, des gens issus de la société civile qui ont des idées, qui ont une vision pour leur pays. Ce qu'il faut, c'est des leaders avec une vision pour leur pays. À partir du moment où on a quelqu'un qui arrive au pouvoir et qui dit moi, le pouvoir ne m'intéresse pas plus que ça, je défends une idée, je défends parce que j'ai une vision pour mon pays, ça, ce serait une bonne chose. Hein, ce serait une bonne chose. Mais une personne comme ça, est-ce qu'on va lui permettre d'accéder au pouvoir? Il faudrait des gens, je sais pas, comme Chavez, par exemple, ou comme l'ancien président équatorien, par exemple, c'est des gens qui avaient des visions. Nasser en Égypte, autrefois, en Tunisie, il y avait Bourguiba. Ce sont des gens qui avaient des visions. C'est pas forcément bonne ou pas, mais ils se projetaient en disant mon pays, voilà ce que je veux qu'il devienne. Voilà ce que je veux que devienne mon pays dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Voilà, ils se projettent, les gens se projettent. Là, les hommes politiques ne se projettent pas. Si vous leur demandez, oui, alors la Tunisie, comment vous voyez la Tunisie dans 30 ans, 50 ans, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Voilà, ils seraient incapables, ils se projettent pas. Ils pensent déjà aux prochaines élections, comment il va faire pour être élu aux prochaines élections. C'est ça. Quel rôle il peut jouer la diaspora dans tout ça? Ben, la diaspora, moi je trouve que ce qu'elle peut faire, c'est de se mobiliser. Ça ne reste que verbalement, j'ose dire. Hein, donc. Oui, mais elle peut se mobiliser à travers maintenant avec les Internet, avec les réseaux sociaux ou même en allant dans le pays. Elle peut se mobiliser pour développer cette idée de servir son pays, cette idée de donner des compétences, former des cadres, participer à la formation de cadres, mais aussi impulser de nouvelles idées à travers des ateliers, à travers des réunions. Tout peut changer. Il suffit il faut que les mentalités changent. Il faut des hommes et des femmes de nouvelles générations. Moi, je pense que c'est en train d'arriver quand même. C'est des nouvelles générations qui arrivent, qui sont pas des professionnels de la politique. De plus en plus, au Maroc, il y a un développement de la société civile qui est très, très, très important. Bon, ils finissent quelquefois en prison, hein, souvent même. Mais en Tunisie aussi, ça se développe. Le pouvoir n'a pas intérêt, tout pouvoir en place, quels que soient les pays, n'a pas intérêt à ce que une société civile se développe trop. Voilà, on veut bien que ça se développe un peu, voilà, parce que c'est un signe de démocratie, mais à partir du moment où vous avez une société civile qui se développe, qui a un point important, qui est organisée, qui est hiérarchisée, qui a une stratégie précise pour arriver au pouvoir, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que ça fait peur, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont pas assoiffés de pouvoir, c'est des gens qui se battent pour des idées. Voilà, qui se battent pour des idées. Les politiques, ils se battent pour des idées évidemment, mais ils se battent surtout pour certains politiques, ils se battent surtout pour leur poste, pour leur parti,
aussi pour leur clan. Quand je dis le clan, c'est le parti politique, la grande famille, ça peut être tout. Mais c'est tout d'abord pour leur clan. Je veux dire, mais c'est pareil en Europe. En Europe, quand il y a un parti politique qui gagne le pouvoir, que ce soit le parti socialiste, la gauche, la droite, si on veut, lorsqu'il y a un parti qui gagne le pouvoir, il y a beaucoup de gens, des cadres du parti, qui ont des postes dans l'administration, des chargés de mission. Le problème, c'est que c'est pas une proportion très très importante, mais elle existe. Dans les pays arabes, c'est la même situation. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important parce que tout le monde veut des postes. Tout le monde veut des postes. Tout le monde connaît quelqu'un qui n'a pas d'emploi, qui veut un travail, qui veut bosser dans l'administration. Donc ça prend des proportions considérables. Ça prend des proportions considérables. Et vu qu'il n'y a pas de justice, ou la justice elle est faible, la justice elle est très faible. On me les présente, hein. Voilà, et donc ça pose des problèmes. Le souci, il est là. Le souci, il est là, Monsieur Malik Boumedienne. J'espère bien qu'à travers cet éclairage fort intéressant, on a fait une discussion transversale qui touche le Maghreb et le monde arabe, hein, dans son ensemble quelque part, avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, bien sûr, bien entendu, le Maghreb inclut l'Égypte, et cette mainmise qu'on la voit à l'horizon des États-Unis sur le Maghreb, qui prend de l'ampleur. Je suis très heureux de vous avoir parmi nous, sincèrement, et je serai heureux un jour ou un autre, vous serez parmi nous pour encore travailler et développer des idées concernant l'avenir de ces Maghrébins, de ces Franco-Maghrébins qui se trouvent sur le sol de France, et aussi de défendre des idées clairvoyantes. Monsieur Malik Boumedienne, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Il faut bien préciser que Monsieur Malik Boumedienne est maître de conférences de droit public, mais aussi il est membre du Centre de recherche d'études sur les droits fondamentaux, le CREDOF, Université Paris 10. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Merci. Merci infiniment. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.